Bonjour Alexandre Mars, bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le fondateur, le président de Bliss et Epic, mais alors ce ne sont pas les premières entreprises que vous créez, vous avez commencé à l'âge de 17 ans, c'est ça? Eh oui Thomas, j'ai commencé jeune, 17 ans, avec cette volonté assez tôt d'utiliser ce qui allait devenir peut-être un talent, mais en tout cas c'était une envie à 17 ans de créer, de construire. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre vision du business depuis cette première entreprise créée à peine majeure? En fait, tout a changé, mais c'est surtout le regard des autres. Oui. Quand vous avez 17 ans, et puis il faut revenir à il y a 25 ans, et que vous créez une entreprise, les gens ne s'attendent pas à ça. Ils attendent que vous puissiez rentrer dans une grande entreprise, faire autre chose. Donc c'est surtout par rapport au regard des gens. Et puis le regard des gens a changé également. L'entrepreneuriat aujourd'hui est un facteur clé, même qui est quelque chose qui est partagé par le plus grand nombre. Les chiffres sont incroyables. Il y a plus de 10 millions de Français aujourd'hui qui veulent devenir entrepreneurs. Thomas, qui veulent devenir entrepreneurs. Ouais. Il y a 25 ans, même le terme entrepreneuriat était un terme qu'il fallait expliquer. Donc c'est aussi le rapport, par rapport aux autres. Aujourd'hui, je suis juste un parmi tant d'autres. Il y a 25 ans, c'était un peu différent. Donc il y a le regard des autres qui a changé, mais votre regard sur le business, est-ce qu'il a changé aussi, créé, je ne sais pas, est-ce que c'est, on peut dire quand on a dit ça, je ne sais pas dans quel état, je n'étais pas dans votre tête, mais est-ce que vous vouliez, j'en sais rien, gagner de l'argent, devenir riche et célèbre, enfin vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, alors c'est vrai que ça a totalement changé. Alors le mien, mais c'est là aussi, à l'époque, il y a 25 ans, c'était un modèle où pour réussir, il fallait avoir la grande voiture, la carte de visite qui allait bien, le bureau seul, et c'est vrai que 25 ans après, cette vision du succès, c'est ça dont on parle, a changé. La vision du succès, vous le savez bien, c'est une thématique forte dans votre émission, c'est l'impact, le sens qu'on donne à tout ça. Et évidemment, ce sens-là a bien changé. Il y a 25 ans de ça, le succès, Thomas, c'était le nombre de zéros dans le compte en banque. C'était ça le succès. On était à l'époque des Bernard Tapie, des Berlusconi, de cette vision du succès qui était une vision peut-être qui fonctionnait à l'époque, c'est l'époque de Milton Friedman. C'est Milton Friedman qui était plus âgé que ça, mais dont les principes de Friedman qui disaient très simplement, vous savez quoi, vous créez de la richesse, vous arrêtez là, et ce sera les actionnaires qui utiliseront la richesse dans la manière dont ils veulent. Il n'y a aucun sens dans ça, et ce sens-là est en train d'être aujourd'hui dans tous les strates de la société, pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, pour les salariés, pour l'ensemble des différentes strates, c'est le succès. Mais créer de la richesse et de l'emploi, parce que c'est évidemment, c'est aussi et souvent, surtout ça, être chef d'entreprise, c'est déjà beaucoup. Alors ça, c'est une vision que j'ai, en tout cas une discussion que j'ai souvent eue avec des entrepreneurs qui pouvaient me dire, moi, mon impact que j'ai eu, Alexandre, ça a été de créer des emplois. Et en créant des emplois, j'ai pu, comme ça, aider des familles et puis aider l'écosystème. Et ils ont raison. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut pas uniquement se dire je fais une entreprise ou je crée une entreprise qui a aucun impact, qui va détruire certaines visions de la planète. Mais j'ai créé de l'emploi parce que j'ai des bénéfices. Et c'est vrai que c'est là une évolution qu'on voit au quotidien qui fait que c'est en train de changer. Et c'est en train de changer, pourquoi ? Parce que la consommatrice et le consommateur a changé. Les chiffres sont intéressants. 84% des personnes qui sont en position d'acheter des produits disent si je ne me reconnais pas dans la marque, si la marque ne fait pas des choses qui pour moi sont pertinentes et positives, je peux changer. C'est-à-dire que je peux acheter un produit concurrent. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans de ça, Thomas, vous savez bien, ce n'est pas le sujet. Vous ne posez même pas la question. Et donc, c'est aussi ça. Je parlais de Milton Friedman pour rester sur les personnes qui sont d'un autre temps. On prend cette évolution de l'espèce. Et quand on parle de l'évolution de l'espèce, on voit que c'est aussi des sujets qui démontrent qui nous sommes aujourd'hui. On évolue. Les chefs d'entreprise évoluent, nous en tant que consommateurs, on évolue. Alors vous avez créé Epic 2014, start-up à but non lucratif. C'est quoi la mission d'Epic? Déjà dans la sonorité, c'est drôle, start-up à but non lucratif. Oui, parce que c'est vrai que l'association du mot start-up et du monde de l'humanitaire. L'objectif est très simple, c'est d'arriver à connecter deux mondes, un monde de personnes qui possèdent, qui ont envie de s'engager, qui m'ont souvent dit « j'aimerais faire plus, j'aimerais utiliser mon succès, j'aimerais utiliser mon travail, mon intelligence pour aider les autres ». Et de l'autre côté, vous avez des sociétés humanitaires, des associations, des ONG, qui elles font un travail incroyable, mais le lien entre ces deux populations est assez faible, assez tenu. Et bien aujourd'hui, Epic va connecter ces mondes-là en utilisant des principes très business dans la sélection des organisations, des associations, dans la manière de les présenter,
pour qu'en fait, on arrive à changer des trajectoires de vie. C'est ça le point important, Thomas. Aujourd'hui, il y a beaucoup, et vous le savez très bien, beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, la meilleure manière de changer ça, c'est d'essayer de trouver des organisations, des associations qui arrivent au quotidien à faire un travail dont nous pouvons prouver l'impact, dont on arrive à comprendre la gouvernance, le bon management, et de les financer, de les aider à se développer avec aucun modèle économique. Et là, c'est la seconde partie de la définition. On est nous-mêmes à but non lucratif, ce qui veut dire qu'on n'a aucun modèle économique. C'est-à-dire que si demain, Thomas, vous trouvez très beau ce que fait Epic, et si vous dites j'aimerais vous soutenir, si vous donnez 100 euros, 100% de vos 100 euros, Thomas, iront aux causes, et donc on ne prendra absolument aucun frais de gestion pour que ce soit un modèle totalement pur. Mais alors, c'est vous qui payez sur votre argent perso, c'est ça? Parce que sinon, ça tient pas. Il y a bien quelqu'un qui doit le payer. Oui. En effet, je le paye c'est moi qui vais financer les frais de structure pour que ce modèle soit un modèle pur, afin que vous puissiez savoir, parce que quand j'ai fait une étude de marché, vous parlez d'entrepreneuriat, un entrepreneur, vous le savez bien, la première chose qu'il va faire avant de lancer un business, il faut mieux qu'il le fasse, c'est une étude de marché. Poser la question, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être intéressés par le produit? La première chose que j'ai faite avant de lancer Epic, c'est poser la question aux gens. Et ce que me disaient les gens dont j'avais confiance, c'est le manque de confiance. Une partie, le manque de confiance, parce que quand je donne... Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu des histoires d'ONG ou d'associations dans lesquelles les frais de fonctionnement étaient dingues, et donc finalement, il y avait une déperdition qui n'était pas acceptable pour ceux qui donnent, tout simplement. Exactement. Et donc, ce qui faisait que les gens se détournaient de ça en disant juste... Je ne sais pas apparemment si c'était une raison ou une excuse, en tout cas, c'était un fait. Et donc, je dis, vous savez quoi? On va travailler là-dessus, et vous allez savoir, comme ça, vous allez moins vous inquiéter, vous allez savoir que 100% que vous donnez. Et donc, c'est en effet comme ça que moi, je finance les frais d'infrastructure, les frais de structure de l'organisation Epic. Depuis sa création, Epic a levé 25 millions d'euros, qui ont aidé 44 organisations dans 11 pays. Je sais pas, ça a peut-être évolué d'ailleurs. Donc, on a mobilisé 47 millions. Donc, 47 millions. Donc, l'objectif, c'est au bout de 10 ans d'activité, donc dans 3 ans, d'arriver à 100 millions d'argent qui va être mobilisé. Et donc, en faisant ça, c'est des millions de vies. Alors, on aimerait toujours faire plus. Mais en tout cas, c'est en utilisant un modèle qui a été, et je crois que vous le savez, mais qui a été mis en avant. Et historiquement, j'ai toujours monté des entreprises que j'allais revendre. Et donc, c'était mon modèle depuis que j'ai 17 ans. Chaque fois, je montais une entreprise avec un objectif de vendre cette entreprise. Pour la première fois de ma vie avec Epic, j'ai développé une entreprise avec aucun modèle économique, Thomas. Donc, je sais que je ne peux pas la vendre. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est le partage. C'est tout ce qu'on a pu essayer de développer, qu'on a développé, de quelle manière on va le partager. Il y a 3 ans de ça, il y a un peu moins de 3 ans d'ailleurs. Il y a Harvard qui est venu nous voir et qui a travaillé avec nous pendant 9 mois pour écrire une étude de cas qui est aujourd'hui étudiée dans les ESSEC et dans beaucoup d'universités à travers le monde, qui montre qu'en fait, on peut associer assez facilement une certaine innovation, une certaine modernité dans un secteur qui, pour certains, en tout cas, en manquait. Oui. Un exemple français d'organisation que vous avez aidé, c'est Simplon. Pourquoi Simplon? Alors Simplon, c'est une organisation qui va aider. Donc déjà, ce que nous faisons, vous le savez, on aide à changer de trajectoire de vie pour les jeunes et les enfants dans 11 pays du monde. Simplon, qui travaille en France, mais dans d'autres pays, en fait, utilise le code donc va former des jeunes qui sont souvent ne vont plus à l'école après 16 ans et qui vont se dire, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Le code intéresse encore beaucoup les gens parce que vous arrivez 16 ans même sans diplôme, même sans une capacité exceptionnelle en histoire, en français, en anglais, vous allez pouvoir rapidement être formé, avoir une formation et vous le savez, c'est un besoin aujourd'hui fort des entreprises, trouver des codeurs, trouver des gens qui vont pouvoir développer. Et bien ça, c'est un modèle assez facile qui répond à un besoin avec des résultats d'impact très intéressants. Alors, je vais maintenant à Bliss. C'est un fonds de capital risque. Donc là, ça fonctionne comment? Et puis peut-être aussi dans quel secteur? Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques dans lesquels vous investissez? Bien sûr, donc c'est un fonds de capital risque. On parlait d'Epic. Epic, pour moi, je fonctionne souvent avec, on va dire, des verticales. Epic, pour moi, c'était un sujet de la solidarité et comment on peut essayer de développer une meilleure solidarité. Et je fonctionne toujours avec des solutions. Pour moi, il existe quelque chose, il doit y avoir une solution et il doit y avoir une demande. Bliss, c'est une finance positive. Je suppose que l'ensemble des gens qui nous regardent aujourd'hui se disent la finance d'avant, c'est la finance du loup de Wall Street, c'est peut-être celle-là où on a grandi, qu'on a vu, c'est pas celle qui nous passionne, c'est pas celle qui nous fascine et c'est celle qu'on essaie de s'éloigner. La finance positive existe et donc c'est ce qu'on essaye de démontrer au quotidien avec Bliss en disant on va pouvoir financer, soutenir des entrepreneurs qui veulent avoir un vrai impact positif, mais cette fois-ci avec un modèle économique.
Eh bien, ça existe. Ces entrepreneurs sont de plus en plus nombreux. Ces entrepreneurs comme des entreprises comme Brut, en parlant de médias, Oui. ou Too Good To Go, Oui. pour tout ce qui est gaspillage alimentaire. Ces entrepreneurs qui disent dans leur modèle, et là, c'est pas, on revient sur Friedman à la fin en disant, on va avoir du succès et on verra ce qu'on en fait avec notre succès. C'est dans le cœur du modèle que vous allez intégrer un impact. Et donc, vous choisissez les entreprises dans lesquelles vous investissez en fonction de leur impact positif. Hein. Ce n'est pas simplement réduire son impact, c'est vraiment avoir un impact positif. C'est ça la logique. Alors, la logique, c'est de se dire, sur tout ce que nous faisons, qui nous sommes chez Bliss, nous allons regarder ça. Je vous donne un exemple. Bliss est le premier fonds d'investissement qui est B Corp. Alors, vous connaissez ce sujet-là parfaitement. Donc, modèle, c'est un label, c'est un des seuls labels qui existe, qui est mondial aujourd'hui, qui prouve que quand vous parlez d'ESG, Thomas, c'est réel. Parce qu'on peut parler d'ESG comme de plein de choses, mais quand vous regardez derrière, après, en fait, c'est un label, ils viennent auditer sur le E, sur le S et sur le G. Et donc, Bliss est devenu le premier fonds, maintenant quasiment, ça fait 18 mois de ça, fonds B Corp. Et donc ça, c'est des sujets qui sont importants parce que ça prouve aux autres, c'est-à-dire aux investisseurs potentiels, à des LP, donc des gens qui pourraient investir, que c'est faisable, qu'il n'y a pas d'un côté un succès économique et de l'autre une vision positive de la société. Et quand je dis ça, pourquoi un succès économique? Je ne l'ai pas précisé. Ça fait maintenant 6 ans, j'ai créé Bliss au même moment qu'Epic, et on a 38% de TRI, donc net par an. C'est-à-dire que chaque année, on a un taux de retour sur l'argent déployé qui est très important. Pourquoi c'est essentiel? Parce que sinon, souvent, quand les gens vont parler d'impact ou de mission, on va dire « Oui, mais vous n'arrivez pas à tout faire. Eh ben, on arrive à démontrer que si vous financez, si vous soutenez les bons entrepreneurs avec les bons projets, ces projets-là vont avoir plus de succès. D'accord, donc mais elles deviennent quoi ces plus-values que vous finalement réalisez Merci Thomas grâce pour à cette des bons question. choix? C'était une très bonne question. Plusieurs choses, plusieurs impacts en interne. Toute personne qui rejoint et qui travaille chez Bliss s'engage à redonner 20% de ce succès, de ces bonus, de ces plus-values à des causes sociales. Et donc, c'est un modèle qu'on appelle le Pledge, il s'appelle le Epic Pledge, et il y a aujourd'hui des centaines d'entrepreneurs dans le monde qui l'ont signé. C'est une obligation, quand vous rejoignez Bliss, de signer, de vous engager. Et donc, ça repart par Epic, Exactement, en fait. Après, ça repart sur Epic. Okay. Et donc, ça, c'est un modèle qui est assez structurant pour Bliss. Bon. Mais c'est quand même ça qui vous permet de gagner de l'argent, parce que je suis inquiet. Depuis le début. Ne soyez pas inquiet. Un beau succès d'entrepreneur depuis. Mais vous avez raison. Mais en plus, c'est pas un gros mot. Enfin, on est sur une chaîne business et heureusement que voilà, on veut se réaliser par l'argent qu'on gagne. Mais j'assume totalement la balance qui est. Vous avez votre balance de vie. La mienne est très simple. C'est qu'il y a un moyen et une fin. Pour moi, le moyen, c'est un moyen financier. Ce n'est pas une fin. Donc, quand je crée de la valeur financière, ce n'a jamais été et ce n'est pas une fin. C'est un moyen qui est pour moi important pour financer des projets sociétaux, pour pouvoir avoir cet impact positif. Et pour ça, vous le savez bien, cette chaîne le prouve, c'est que le business est essentiel et on ne peut pas penser business d'un côté et le plus loin possible impact. On associe souvent dans cette émission, mais deux mots, durable et rentable. Et le « et », il est très important. Vous êtes d'accord avec cette idée? C'est-à-dire que quand vous choisissez, par exemple, une entreprise à impact dans laquelle vous investissez via Bliss, c'est un peu la réflexion que vous avez, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Non, sinon, ça va être compliqué. Alors, c'est pour ça que vous regardez bien, les sujets d'Epic et les sujets de Bliss sont très connectés. D'un côté, mais le point, c'est qu'il y en a une ou des sociétés chez Bliss qui vont être rentables, de l'autre côté, ils vont être durables, non rentables. Mais ce n'est pas le même type de modèle. Ce n'est pas la même chose que vous allez faire. Il y a des choses que vous ne trouverez jamais de modèle économique, mais il faut quand même les aider parce que... Oui, là, on est dans les ONG. Exactement, l'État ne peut pas tout faire et est limité aussi dans certains modèles. Et donc aujourd'hui, c'est la manière de faire. Et vous avez raison, quand vous voulez avoir un succès, si on prend des exemples que vous connaissez parfaitement, mais regardons le succès d'une entreprise comme C'est qui le patron, eh ben, on arrive à démontrer... Ici, évidemment, bien sûr, quand vous parlez avec Nicolas Chaban et ses équipes, ils arrivent à démontrer que oui, on peut avoir un succès économique incroyable et en même temps avoir un impact positif et avoir une durabilité du modèle. Et bien oui, c'est faisable. Mais c'est qui le patron? Aujourd'hui, il n'y en a pas 2, 3, il y en a 20, 50. Et ces entrepreneurs qui se créent, pas uniquement les jeunes de 25 ans, tout entrepreneur aujourd'hui se dit, mais comment aujourd'hui je peux fonctionner différemment et changer les codes qu'on nous a appris, en tout cas les codes que vous et moi, et beaucoup de gens certainement qui regardent cette émission, ont vu, ou en tout cas, ont pensé que ces codes n'étaient pas changeables. Oui, c'est ce qu'on a appris dans les écoles de commerce, notamment. D'ailleurs, est-ce que cet enseignement, il est en train de changer? Ça aussi, on en a parlé ici, mais est-ce qu'il faut qu'il change un peu plus rapidement, d'après vous? L'entrepreneuriat doit être mis
pas à toutes les sauces, je ne devrais pas dire ça, mais en tout cas doit être beaucoup plus étudié, je le vois, pour avoir la chance de souvent aller parler à des étudiants. Première question que je pose aujourd'hui, tout le temps, qui veut devenir entrepreneur? Quelle que soit, que ce soit une université en province, que ce soit une grande école à Paris, mais c'est incroyable. C'est plutôt l'inverse. Qui ne veut pas devenir entrepreneur? Aujourd'hui, et cette question que je posais il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, à chaque fois, c'était il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, hein, Thomas. Il y a 10 ans, il y en avait quelques-uns. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Est-ce que les cours sont adaptés par rapport à ça? Ils le deviennent de plus en plus. Et tous ne le deviendront pas. Faisons attention, entrepreneurs. Il ne faut pas qu'ils aient tous une pression. Et puis l'entrepreneuriat aussi, c'est important. N'est pas uniquement être l'entrepreneuriat tech, vouloir être à Station F. Il n'y a pas que ça, l'entrepreneuriat. Il peut être en province. L'entrepreneuriat, il peut être non-tech ou low-tech. Ce n'est pas uniquement ça qui est important. Ce qui est important, Thomas, c'est d'arriver à définir c'est quoi sa mission, pourquoi entreprendre, pourquoi, et c'est la mission de votre succès. C'est ce que vous disiez, vous avez tellement raison en introduction. Réussir n'est pas uniquement d'avoir la plus grosse voiture du voisinage. Ça me rappelle la Rolex à 50 ans. Et ben voilà, c'était le message. C'est le thème de votre livre « Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur » qui a été publié l'an dernier chez Flammarion. Est-ce qu'on vous a souvent dit « ça ne marchera jamais » Je voudrais qu'on parle un peu de l'échec, de la notion de l'échec en France, dans l'éducation ou dans peut-être même la culture française. Alors c'est vrai que la culture française, mais culture européenne d'ailleurs, Thomas, c'est une culture qui n'aime pas l'échec. Et alors la difficulté aussi, c'est que elle n'aime pas non plus le succès. Et c'est là où on se trouve un peu dans un modèle un peu compliqué, c'est que si vous avez trop de succès, c'est un peu compliqué. Et puis si vous avez trop d'échecs, il y a aussi compliqué. Donc c'est qui est très différent des États-Unis où les Américains encensent le succès, mais encensent l'échec. C'est ça qui est assez intéressant. C'est en train d'évoluer parce que vous ne pouvez pas être entrepreneur sans, si ce n'est frôler l'échec, parfois vraiment faire ses erreurs, avoir l'échec. Et aujourd'hui, c'est ça. L'échec, c'est les prémices d'un succès. Il faut souvent être pas loin d'un souci. Et je suppose, Thomas, que vous avez eu vos échecs. Et c'est ça qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Et je pense qu'il faut arriver à le mettre en avant. Et évidemment, et moi aussi, j'ai eu mes échecs. Et plus vous arrivez à les accepter, à les valider, plus normalement, la seconde fois, vous allez être meilleur. Et je repose la question sur cette formule « ça ne marchera jamais ». Parce qu'il y a souvent un entourage. Alors ça peut être un frein ou un aiguillon, d'ailleurs, quelqu'un qui vous dit ça ne marchera jamais ton idée, tu ne te rends pas compte. Souvent c'est un frein. Et les gens après peuvent dire ah oui, donc j'ai eu encore plus envie de réussir. Quand vous n'êtes pas totalement sûr de vos idées, c'est quand quelqu'un, souvent un proche, vous dit bah, tu ne vas pas quitter ton entreprise, les gens sont c'est un frein plutôt qu'un aiguillon. Maintenant, ça m'est arrivé certainement, mais en fait, comme je doute assez peu, Thomas, peut-être que je les écoute pas vraiment. Mais c'est pour ça que quand vous vous lancez, et c'était l'objectif de Ose, c'est un guide. C'est le guide que j'aurais aimé avoir il y a 20 ans de ça, un guide pour les entrepreneurs. Je suis allé voir mes propres histoires, mais je suis allé voir une trentaine d'entrepreneurs, tech et non tech, en disant raconte-moi comment toi tu as fait. Exactement les questions que vous posez ça. Par rapport à l'échec, par rapport à l'association, comment trouver de l'argent, pour apporter cet outil-là au plus grand nombre. Parce qu'en fait, il y a des tricks, il y a des manières de faire. Et en fait, que ce soit entrepreneur tech, pas tech, social, c'est une grande communauté. Vous l'avez dit, la France est un pays de créateurs d'entreprises, avec une vraie volonté de créer son entreprise. Mais est-ce que les Français le savent ? Vous voyez, vous comprenez ma question, est-ce qu'on n'est pas quand même encore de temps en temps dans l'image du patron, presque du patron du 19e, quoi. Je voyais Germinal sur France 2, qui est une très bonne série d'ailleurs, mais bon, j'ai parfois l'impression d'entendre dans la bouche de certains interlocuteurs publics des discours qui sont encore très 19e sur le patron. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien sûr, mais c'est vrai que ça commence à changer, ça prend du temps, ça change. Je pense que les chiffres sont là, vous parlez des 10 ou 11 millions de Français qui veulent être entrepreneurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a quasiment 1 million qui le deviennent. C'est le premier pays d'Europe en termes de création d'entreprises. Moi, j'aime bien les cocoricots. Je suis assez heureux de ça. Et c'est vrai qu'il faut peut-être encore plus l'encenser. Il est possible que c'est vrai que le pouvoir public soit un peu éloigné de ça de temps en temps. C'est aussi une génération qui va évoluer et qui voit aussi que c'est en train d'arriver. Il ne faut pas tout le temps, également, et c'est là où il faut faire aussi attention, opposer l'entrepreneuriat aux entreprises. Un chef d'entreprise, aujourd'hui un employé, a aussi une vision différente de l'employé d'il y a 20 ans. Donc c'est pas uniquement tout en haut, c'est sur tous les niveaux en fait, de l'entreprise. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le sens. Finalement, les entrepreneurs eux-mêmes sont en train de changer, alors par volonté, par changement de perception de leur métier, aussi
avec la pression des consommateurs, la pression des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement des raisons d'être, par exemple, qui s'est lancé grâce à la loi Pacte en France. Ça contribue à changer l'image de l'entrepreneur aussi. Mais bien sûr, bien sûr. On est sur un modèle, je vous parlais tout à l'heure de l'évolution de l'espèce, c'est Charles Darwin. Je parlais du 20e siècle, 19e siècle. Quand on parle de darwinisme, c'est ça. C'est que les gens évoluent soit parce qu'ils pensent vraiment, parce que c'est en eux, soit ils se rendent compte que sans ça, ils vont perdre pied. Et les entreprises qui ont perdu pied il y a 10 ou 20 ans, quand on parle de Nokia ou Kodak, ils ont perdu pied parce qu'ils n'ont pas vu des évolutions technologiques. Aujourd'hui, c'est des évolutions sociétales. Si vous n'avez pas vu ce qui est en train de se passer, si vous ne comprenez pas que la consommatrice et le consommateur veulent autre chose, et bien vous ne voyez pas. Et c'est la même chose, vous parlez aujourd'hui des gouvernements, du personnel public, c'est la même chose. Les gens ont compris, et c'est très important Thomas, que ce n'est pas uniquement une fois tous les 5 ans, une fois tous les 4 ans, les 6 ans, si ça dépend si c'est présidentiel, ou du régional, ou du local, que notre impact, que notre décision, elle n'est pas uniquement top-down, mais elle aussi à notre niveau, avec notre carte bleue. Et ça change complètement ce qui a pu avoir la vision, c'est que ce n'est pas uniquement, une fois tous les 5 ans, on va voter, ce qui reste très important, mais tous les jours, je vais voter pour là où l'entreprise, le monde doit aller. On reprend le pouvoir. Et d'ailleurs, ce mouvement, on va terminer là-dessus, il a été accéléré là, depuis 2 ans avec ce moment de pandémie où on s'est aussi posé des questions sur nous-mêmes. Pourquoi je travaille? Pourquoi je fais ce métier? Mais pourquoi j'achète en Chine quelque chose que je trouvais ici? Pourquoi? Et le pourquoi est important. On revient sur le point central. C'est quoi votre mission, Thomas, dans la vie? C'est quoi notre mission? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Eh bien, c'est plutôt une bonne question à se poser. Merci beaucoup, Alexandre Mars. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est publié chez Flammarion. Allez, on passe à Smart Ideas et justement, on place les gens des entreprises, les startups et leurs créateurs en pleine lumière. C'est parti.